Et bonjour ou rebonjour pour ceux qui ont déjà suivi l'émission de La Palette, l'émission des Journées Portes Ouvertes de l'Unité de Valenciennes. C'est la 3e et dernière émission de la journée. On vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission et commenter sur Twitter avec le hashtag LPJPO. On attend vos réactions. Cette émission est remplie de duplex. On découvre l'université dans toutes ses facettes. Et la première partie sur l'Université de Valenciennes commence tout de suite. Et un plateau qui est bien rempli, car pour le coup, nous recevons Sabine Macré, chef du projet Hub House. Bonjour. Bonjour. Et présente aussi sur le plateau Amandine Herbin, qui est chargée du projet Voyage autour de nous. À côté de... On l'applaudit, pardon. Même. Attendez, oh. Benoît Mignot est chargé du projet Le Buffet Engagé et il nous en parlera tout à l'heure. Et des invités qu'on ne présente plus, car habitués des Journées Portes Ouvertes et de cette émission, Alexandre Bruyé qui porte le projet Agorae. Et pour terminer, Sébastien Lamaque, notre cher vice-président étudiant. On va tout de suite commencer cette partie avec une vidéo de présentation de l'Université de Valenciennes. On commentera ça par la suite, mais je vous laisse découvrir le sujet. L'UVHC, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, une université publique proposant une multitude de licences, masters et doctorats. En 1964, elle comptait seulement 152 étudiants dans un institut. 52 ans plus tard, elle possède plus de 8 composantes de formation et 8 composantes de recherche réparties sur 3 campus, Valenciennes, Cambrai et Maubeuge, soit une offre de 150 parcours. Elle forme au total une communauté de plus de 10 000 étudiants, dont 4 900 en sciences, technologies et sports, 3 500 en droit, économie et gestion, 1 700 en arts, lettres et sciences humaines, 850 apprentis et 200 doctorants. Elle profite d'un corps enseignant comprenant 750 intervenants professionnels et 650 professeurs, ainsi que des infrastructures développées, des bibliothèques, des restaurants universitaires et des salles de sport. Dans toutes les catégories de formation, l'UVHC se place dans le top 10 des meilleures universités de France en termes d'insertion professionnelle, avec plus de 95% de réussite. À l'international, elle est partenaire avec 139 établissements sur 34 pays différents à travers le monde. L'UVHC, c'est aussi 20 associations étudiantes assurant l'intégration et les événements tout au long de l'année. Alors, n'hésitez plus, rejoignez-nous. Et après cette vidéo de présentation de l'Université de Valenciennes, je me tourne vers Sabine Macré, Macré, qui va nous dire si elle a ressenti vraiment ce qu'elle voulait faire vivre à l'université en termes d'insertion professionnelle. Est-ce que ça correspond bien à ce que vous voulez offrir aux étudiants ? Oui, exactement. Au niveau de l'insertion professionnelle, un étudiant va souvent penser à la carrière de salarié. Et en fait, le Haus met à sa disposition les moyens de réfléchir à éventuellement une insertion différente, qui est l'entrepreneuriat. Donc la création ou reprise d'entreprise. Et par la suite, à la sortie de ses études ou beaucoup plus tard, lors de son parcours professionnel. Alors, vous êtes particulièrement... vous agissez au niveau de l'entrepreneuriat particulièrement. Qu'est-ce que vous développez par rapport à ça dans l'université ? Alors, dans l'université, il faut savoir que le Hub House est un dispositif mis en place par la région dans les universités. Il y a un réseau de 7 Hub House dans toutes les universités du Nord-Pas-de-Calais. Et c'est un dispositif qui est unique en France. Donc, les Hub House sont là pour sensibiliser les étudiants à l'esprit d'entreprendre à travers différentes activités. Ça peut être des conférences, des ateliers, des challenges, des rencontres avec des chefs d'entreprise, leur faire vivre en fait un petit peu, l'entrepreneuriat sur une façon un peu pédagogique et ludique. Et aussi, donc il y a un volet sensibilisation et un volet préaccompagnement des étudiants qui ont un projet de création d'entreprise ou qui aimeraient, à la sortie de leurs études ou plus tard, réfléchir à éventuellement reprendre une entreprise ou créer leur propre activité. Alors, ça, c'est mis en place tant qu'on est étudiant ou est-ce qu'il y a quand même possibilité d'un suivi au moment où l'entreprise se construit ? Alors la mise en place se fait éventuellement dans le cadre des études pendant que l'étudiant est à l'université, mais il y a aussi un suivi et un suivi possible pour ceux qui n'ont pas commencé pendant leurs études 18 mois après la fin du diplôme. 18 mois ? Oui.
À savoir qu'il y a d'autres partenaires, après les 18 mois, qui prendront le relais pour un porteur de projet. Alors, il y a eu aussi une association, il me semble, les JEV, Jeunes Entrepreneurs de Valenciennois. Les Jeunes Entrepreneurs du Valenciennois, qui sont une association qui, eux, en fait, œuvrent plutôt comme une junior entreprise conseil, qui cherchent en fait des entreprises pour faire du contrat, pour permettre à des étudiants de mettre en application des compétences qu'ils ont par rapport à leur formation ou par rapport à différents parcours à portée des entreprises. On a vu dans cette vidéo que l'université de Valenciennes, c'était le campus du Mont-Huy, les tertiales, mais il y a aussi 2 autres villes qui sont concernées par l'UVHC, à savoir Maubeuge et Cambrai. Je vous propose de découvrir le campus de Maubeuge au travers d'un reportage réalisé par les étudiants en Joris, à savoir Clédia et Aude. C'est tout de suite. Le site de Maubeuge est un pôle universitaire de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, se situant à 39 km de Valenciennes. Depuis 2013, le pôle est installé dans de nouveaux locaux de 6000 m² et accueille 300 étudiants. Concernant le logement, l'administration propose des solutions, mais les étudiants se tournent principalement vers des particuliers. Quant à la restauration, ils ont la possibilité d'aller au self du lycée Pierre Forest ou de ramener leur repas. Une bibliothèque universitaire est à disposition des élèves où sont proposés des ouvrages scientifiques et informatiques. Cette antenne regroupe 7 formations. Le département informatique se compose d'un DUT et d'une licence professionnelle pour se spécialiser dans la sécurité informatique. Le département physique-chimie contient un parcours, du DUT au master. Le pôle propose aussi 2 remises à niveau. La licence professionnelle CDSI valorise le site de Maubeuge car c'est la seule de ce genre en Europe. Sa particularité, former des hackers éthiques. Des étudiants du monde entier passionnés par l'informatique ont été choisis méticuleusement. Pour certains de leurs professeurs, ce sont devenus leurs poulains. Moi, une des choses les plus importantes que j'essaye de faire, c'est d'essayer de leur ouvrir l'esprit. C'est-à-dire essayer de leur montrer que les chemins tout tracés qu'ils ont l'habitude de suivre, qu'ils ont l'habitude d'apprendre à l'université, dans les cours depuis qu'ils sont au primaire, faut qu'ils comprennent que le métier de la sécurité, c'est justement détourner tous ces moyens-là, donc être capable de voir autre chose et voir ailleurs. Ces petits génies ont de l'or dans les mains, ils peuvent détourner un grand nombre de systèmes de sécurité. Nous ne sommes pas tellement surveillés, mais il reste à souligner que les outils que nous utilisons pendant les cours sont assez sensibles, et raison pour laquelle nous sommes fichés à l'entrée de la formation. Sinon, pas de surveillance vraiment intensive, quoi. Ça se sent pas. À la fin de cette formation, les 52 étudiants sont sûrs de trouver un emploi, mais certains préfèrent poursuivre leurs études. Après cette formation, moi j'aimerais partir sur un master, que ce soit dans la sécurité ou non, car il y a très peu de formations en sécurité. Donc si j'ai la chance de pouvoir intégrer un master en sécurité, je le fais. Sinon, je peux repartir sur une formation plutôt axée réseau, donc en restant pas dans le domaine de la sécurité. Une chose est sûre, les étudiants de Maubeuge sont tournés vers l'avenir. Retour sur le plateau de la palette, les hackers éthiques. Tous ces étudiants, ils ont besoin d'être représentés, notamment dans un cadre officiel. Et c'est pour ça qu'on a un vice-président étudiant qui va nous expliquer un petit peu son rôle et en quoi est-ce qu'il est important pour nous. Et je sais, Sébastien, que tu as envie de répondre à ton aise, et sache que tu peux mimer ta réponse si tu as envie. Je peux faire des mouvements, c'est impeccable. Le vice-président étudiant, voilà, je commence déjà avec mes mains en plus. Le vice-président étudiant, il a une importance, il est institutionnel et il est élu, donc il est reconnu. Et c'est pas forcément le même cas avec les associatifs. Donc il a un discours privilégié, c'est l'acteur et le médiateur privilégié pour toutes les questions de vie étudiante et les questions sur les étudiants, ce qui résume à peu près à tout sur l'université quasiment. Et l'importance du fait que je puisse y être, c'est de pouvoir intervenir et penser à ce qui pourrait être intéressant pour les étudiants ou ce qui pourrait embêter les étudiants si on a des propositions qui pourraient être pas tordues, mais en tout cas qui pourraient nous empêcher d'atteindre une réussite maximale, en tout cas dans nos études. Il y a un côté bien professionnalisant. Après, on a la chance d'avoir une université qui pense aux étudiants avant et qui nous consulte, qui me consulte et qui pense aux échanges avec nous. Donc voilà, c'est là l'importance, c'est de pouvoir être le premier vecteur de création de vie étudiante,
de projets pour les étudiants, par les étudiants, et avec l'ensemble des acteurs de l'université. Si tu n'es pas là, la voix des associations n'est pas transmise au conseil d'administration, c'est ça? Je ne dirais pas ça, parce qu'on a d'autres élus étudiants, surtout au conseil d'administration, il y a des élus qui sont là, qui siègent et qui font leur boulot. Après, les assos font aussi leur boulot. Je pense que nous, on a la chance dans notre université, mais dans d'autres universités, je me demande comment ça se passerait s'il n'y avait pas forcément de VP étudiants dans des universités où il n'y a pas de réseau étudiant développé. Si on a la chance d'avoir dans chaque composante des associations, puis même des assos de filières qui font des projets pour la vie étudiante, pour l'université, pour leurs composantes, et qui, même si j'existais pas, ou il n'y avait pas de VPE tout court, ils se feraient entendre et ils auraient le soutien en tout cas de leurs composantes et donc de la globalité de l'université. Je te remercie Sébastien pour ta réponse. On m'annonce qu'il y a un duplex qui se prépare depuis l'ENSIAM. C'est Céleste qui se balade dans l'ENSIAM. Céleste, oui, tu es là. Merci Antoine. Donc Merci Antoine. Donc nous sommes à l'ENSIAM avec Paul et Andrea qui vont nous présenter le concours Solar Décathlon. Donc Paul, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc nous, cette année, dans le cadre de notre dernière année d'études, on avait un projet à choisir. Moi, étant spécialisé dans la filière mécanique énergétique et plus énergie du bâtiment, j'ai choisi de travailler sur le Solar Décathlon. Alors le Solar Décathlon, c'est quoi? C'est un concours international regroupant plusieurs écoles de plusieurs pays. Nous, ici, dans le Nord, on travaille en collaboration avec l'école d'architectes de Lille, l'école de design de Valenciennes, et également une autre école d'ingénieurs qui sont les mines de Douai. L'objectif en fait du Solar Décathlon, c'est de proposer un prototype à l'échelle 1 d'une maison 1930 rénovée. Donc il faut savoir que ce prototype il devra être démonté, remonté sur la zone de concours qui va durer pendant plus d'une semaine. Ce concours a pour objectif plusieurs objectifs, une dizaine d'objectifs qui sont à la fois la performance énergétique, la domotique qui représente l'intelligence artificielle du bâtiment et donc cette notion de confort. Il y a également le design et l'architecture. Donc c'est vraiment un gros challenge parce que ça nous apprend à travailler en équipe avec d'autres écoles, d'autres membres, d'autres institutions qui ont donc une autre philosophie de travailler. Et c'est très intéressant pour plus tard, c'est un réel challenge. Donc voilà. Merci. Si on passait à tes résultats sur vos tests. Donc en fait, nous, j'ai dû travailler plus précisément, c'est sur la modélisation numérique de cette maison 1930. Donc dans cette modélisation numérique, on y a dû, dans un premier temps, c'est juste une validation thermique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'en conditions limites, j'ai juste intégré l'éclairement solaire, la température du sol et la température extérieure, que j'ai fait varier au cours du temps. Après, j'ai représenté l'enveloppe de cette maison à partir de ses propriétés thermophysiques, telles que la conductivité thermique, son inertie et sa capacité à accumuler de la chaleur. Et après, j'ai voulu comparer à la fois le modèle non réhabilité avec un modèle réhabilité. Donc les résultats sont présents ici. Donc, par exemple, pour le séjour, on constate que sans chauffage, on n'observe pas vraiment de différence. En fait, les deux modèles sont en orange et en rouge. Orange le réhabilité, rouge le non réa. Bien sûr, on n'a pas pu le valider parce qu'on n'a pas eu de maison pour le valider malheureusement, mais les températures sont assez parlantes. Enfin, ça représente bien la réalité. Après, la démarche a été d'y incrémenter la notion de chauffage pour voir comment se comporte le bâtiment maintenant. On peut voir clairement une différence entre le réhabilité et le non réhabilité. C'est-à-dire que sur le non réhabilité, on atteindra qu'au bout de très longtemps notre température de consigne qu'on avait fixée à 20 degrés. Tandis que pour le modèle réa, là il a suffi de quelques heures pour atteindre nos objectifs. Donc c'était très intéressant. Eh bien, merci beaucoup Paul. On va passer à la partie de Andrea qui va nous présenter ce qu'elle a fait. Bonjour. J'ai travaillé sur la partie de métrologie, qui c'est important pour valider les modèles thermodynamiques. Cette partie-là, c'est la partie expérimentale. On doit choisir les matériels, les procédures de mesure. Premièrement, on a choisi les paramètres qu'on doit mesurer dans la maison, comme la température extérieure, la température intérieure, les flux de chaleur, les propriétés thermophysiques. Après, on a choisi les matériels, la fréquence de mesure, la quantité de matériel qu'on doit mettre à la maison. Et, par exemple, on a choisi le thermomètre PT5 pour mesurer la température intérieure et extérieure, les fluxmètres pour mesurer les flux de chaleur, les pyronomètres pour mesurer l'éclairement. Et après, on a choisi un système d'acquisition pour l'enregistrement des données.
C'est ça, que d'informations et de termes techniques. Donc ce concours vous mènera à quoi? Est-ce que tu pourrais nous présenter donc, ton cursus jusqu'à aujourd'hui et ce que tu souhaiterais faire après? Ok. J'ai été au Brésil. Là-bas, j'ai étudié ingénierie chimie. Ici, j'ai étudié en mécanique énergétique. Après, je dois rentrer au Brésil, finir mon cours là-bas et je pense me faire un master, un doctorat et après travailler à l'université. Et donc, quelle est la différence entre les études au Brésil et les études en France? Qu'est-ce que ça t'apporte cette année? Ouais, j'ai appris beaucoup sur le domaine de l'énergie ici, que les cours d'ingénierie chimie, pour moi, c'est important parce que c'est intéressant pour moi. Je veux travailler avec l'énergie renouvelable après. Ok, merci beaucoup Andrea. On va passer à Paul qui va nous présenter son cursus jusqu'à aujourd'hui et ce qu'il souhaiterait faire plus tard. Paul, dis-nous. Oui, alors moi en fait j'ai intégré l'ENSIAM par cursus préparatoire, c'est-à-dire que j'ai fait classe préparatoire aux grandes écoles pendant 3 ans. Normalement c'est 2 ans, mais bon, j'ai redoublé ma 3e année pour intégrer une meilleure école et en l'occurrence arriver à l'ENSIAM. Donc quand je suis arrivé ici, j'ai choisi dans un premier temps de me spécialiser en mécanique énergétique, parce qu'on avait le choix entre 3 filières, méca énergétique, mécatronique et informatique et management des systèmes. En première année, c'était assez global les cours qu'on avait pour avoir des compétences dans les divers domaines, tels que l'informatique, la thermique, la thermo, la mécaflux, l'électronique. Et après cette première année, j'ai pu faire un stage de 6 mois dans une entreprise pharmaceutique où j'ai été sensibilisé au traitement de l'air, à l'assainissement de l'air et sur des process thermodynamiques. C'est pourquoi, quand je suis arrivé en fait en 2e année, j'ai choisi de me spécialiser en mécanique énergétique des fluides pour ensuite encore entrer dans le détail, notamment en thermodynamique appliquée. Et c'est notamment là-dedans où je vais travailler et réaliser mon stage de fin d'études en Allemagne. Eh bien, merci beaucoup Andrea et Paul. Nous allons donc conclure sur une note positive et que d'études compliquées. Je vous remercie. Merci beaucoup Céleste, et vous l'avez compris, si vous avez envie d'y comprendre un petit peu plus à tous ces instruments de mesure avec des boutons étranges et des signaux et des courbes bizarres, vous pouvez toujours aller rencontrer ces élèves, les enseignants pour discuter. Jeunes bacheliers, c'est le moment de découvrir votre formation future, donc n'hésitez pas à y aller. On va parler maintenant de quelque chose d'important pour les futurs bacheliers, puisque un des points phares des études universitaires, c'est le Crous. Et le Crous, sans lui, on n'aurait pas les bourses, les logements étudiants, etc. Je vous propose de regarder une vidéo qui va vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne avec le Crous, et ensuite on réagira tous ensemble. Difficile de trouver moins cher, l'offre semble bien fonctionner. Ouvert à tous les étudiants de Valenciennes, ce restaurant universitaire du Crous propose chaque jour des repas complets à petit prix. C'est un gain de temps parce que y a pas de queue, c'est meilleur que la cantine et c'est moins cher en plus, donc je suis vraiment satisfait. On a déjà une prestation qui s'appelle menu plateau, qui est un menu à 3,25 €. Nous avons aussi des autres offres qui s'appellent le diversifié, notamment des cafétérias où là, l'étudiant qui est pressé, il emmène sa prestation et va la manger soit sur place ou soit ailleurs. Nous retrouvons Ali. Étudiant à l'université de Valenciennes, il a choisi un logement dans une résidence du Crous. La résidence est vraiment très proche de la fac, surtout de mon bâtiment, là où j'étudie. Du fait évidemment de cette proximité, notamment avec le tramway. C'est pour ça que évidemment j'ai tout fait évidemment pour que je trouve une chambre dans cette résidence. Chaque année, la résidence universitaire Jules Mousseron accueille près de 750 étudiants. Situé à proximité du campus du Mont-Huy, cet établissement propose des offres de logement à prix attractif. Comptez 250 € par mois pour une chambre meublée de 12 mètres carrés. 366 € pour le même appartement de 14 mètres carrés. Enfin, comptez entre 300 et 400 € pour un studio meublé type T1 ou T1 bis. Accompagner les étudiants dans leur vie extrascolaire, c'est aussi le rôle que s'est donné la directrice de la résidence. Dans une résidence universitaire comme celle-ci, il y a des lieux où les étudiants peuvent se réunir, des salles de travail. On a aussi les cuisines qui sont des lieux de rencontre pour les étudiants, des lieux d'échange, y compris de recettes, puisqu'en fait, nous avons la chance d'héberger des étudiants qui viennent d'un peu partout. Et donc, on a une grande richesse culturelle et interculturelle.
En 2015, 70% des étudiants se déclaraient satisfaits de leur logement. Un confort, mais aussi un facteur de réussite pour des étudiants et des familles de plus en plus exigeants. Et sur ce plateau de la Palette, nous avons Monsieur Bruyé qui est très sensible à la bonne vie des étudiants sur le campus, notamment avec son projet de l'Agorae, mais on en reparlera tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu, toi, Sébastien, enfin tout le plateau, discuter un petit peu du Crous, compléter ce qui n'a pas été dit dans ce document peut-être ? Je pense que la première chose qui n'a pas été signalée dans le document, c'est que même en n'étant pas boursier, on peut bénéficier de certaines prestations du Crous. Donc le restaurant universitaire, certes, ça tout le monde, il est ouvert à tous, mais il y a aussi tout ce qui est les logements, c'est-à-dire qu'on peut malgré tout faire une demande au Crous sans être forcément boursier. Et ça, c'est important, c'est une idée reçue des jeunes bacheliers de se dire j'ai pas de bourse, donc je n'ai pas le droit à une résidence universitaire, ce qui est faux. C'est sûr, ils ne passent pas en priorité, mais à Valenciennes, on a quand même des résidences qui ne sont pas forcément à 100% tout au long de l'année, donc il y a toujours une possibilité de récupérer un logement au niveau du Crous. Puis il existe aussi peut-être la possibilité d'avoir des bourses dans le cas où on vient d'une ville un peu éloignée, que du coup on est forcé... Ça après c'est le mode de calcul des bourses qui fait que en fait il y a les calculs des ressources et après on gagne des points en fait selon la distance et le kilométrage du domicile familial. Donc après c'est tout un système, mais on peut en fait dès que les jeunes vont faire leur inscription sur admission post-bac, il va y avoir une simulation qui va leur être proposée justement de simuler leur bourse, ce qui ne correspond pas à une inscription en bourse. Il faut vraiment qu'ils prennent la démarche de se réinscrire directement auprès du Crous pour pouvoir estimer à ce moment-là leurs droits, faire leur demande de logement et pour avoir justement ce qui pourrait leur être attribué. Sébastien, tu voulais intervenir ? Oui, bon, après, sur le Crous, il y a ces parties de logement, de bourse, de restauration qui sont les trois plus connus. Il y a aussi des services qui sont moins connus des étudiants et pour autant qui sont super importants. L'accès à la culture, c'est une des vocations du Crous de base, qui propose aussi des subventions aux projets culturels, mais aussi de vie. Dès qu'il y a un rayonnement sur la région et qui est accessible, enfin si ces projets sont en tout cas accessibles à tous les étudiants. Donc ça, c'est une part. Et il y a aussi le fait qu'ils proposent le Crous de Lille, donc celui de notre académie, est jumelé en fait, et propose des journées d'échange entre la France et l'Allemagne chaque année, propose pas mal de projets culturels. La cafétéria de la résidence Mousseron qu'on a pu voir dans le Magnéto propose chaque mois des concerts, des petites représentations, des pièces de théâtre, de spectacles de rue aussi, assez sympas et gratuitement pour tous les étudiants de la résidence, de l'université, même de l'académie, on peut imaginer, si c'est un projet qui attire du monde. Il y a aussi le fait qu'on puisse proposer des jobs. Le Crous, c'est aussi un vecteur qui a aussi, on a la vocation en fait, en tout cas, de chercher à promouvoir des jobs pour les étudiants plutôt que les envoyer dans de la restauration rapide ou autre, de proposer des jobs de proximité avec leur lieu d'études pour simplifier aussi les déplacements tout simplement. Oui, des conditions de travail aussi adaptées à leurs horaires, qui sont beaucoup plus agréables aussi au niveau des conditions de travail que ce qu'on peut avoir dans un fast-food par exemple. Et des forums aussi, il y a vraiment des forums sur le site du Crous qui peut permettre de trouver des jobs qui sont certifiés justement pour les étudiants, aussi bien pour les logements, parce que s'il n'y a pas de résidence universitaire, le Crous propose aussi justement des logements déjà prêts où eux ont contrôlé justement les biens fondés des logements pour être certain que ce ne soit pas insalubre ou des choses comme ça. Il existe aussi des différentes structures comme c'est l'OCAPAS pour justement pouvoir aussi les cautions de loyer ou des choses comme ça et le Crous va se porter garant justement et on n'aura pas de caution à donner ou à avancer pour l'étudiant. C'est important aussi parce que c'est un coût de la rentrée universitaire qui est cher, qui est toujours estimé tous les ans aux alentours de 2 000 € pour un étudiant qui arrive en première année. Donc c'est important aussi de pouvoir l'aider à s'intégrer pleinement dans la vie universitaire et le moins cher possible. Vous l'aurez compris, futurs étudiants, vous avez intérêt à vous renseigner auprès du Crous parce que vous avez des droits et ce serait stupide de ne pas en profiter. Avant de s'intéresser un petit peu plus à l'Agorae, on va regarder une vidéo de présentation de la ville de Valenciennes qui a été réalisée par Max et Max. Donc on regarde ça tout de suite.
Merci à Captain Kitsch et Banana Boy pour cette présentation. On va s'intéresser maintenant à l'Agorae avec Alexandre Bruyé. Tu es ancien président de la FEV, ça s'est bien passé, l'épiphanie? Oui, très bien. Merci. Tu l'as trouvé dans la galette, la fève? C'était très drôle. Tarantz. Remarquez, il n'y a personne qui applaudit. Non, donc oui, en étant président de la Fédération des étudiants de Valenciennes, donc l'année dernière, on avait comme objectif principal d'ouvrir donc une Agorae, qui est une épicerie sociale solidaire qui vend entre 70 à 80% moins cher les produits de grande distribution. Donc chose qu'on a ouvert, on va bientôt ici fêter nos 1 an. On est arrivé à 46 bénéficiaires, justement, aidés chaque jour pour les aider justement à s'émanciper. Donc, pour rappeler un peu le principe, c'est l'étudiant vient à l'épicerie, il va payer une petite part du produit. Et donc, comme ça, il donne toujours quelque chose, il choisit vraiment ce qu'il veut en denrées. Cette année, on a développé différents projets, comme le projet de panier de fruits et légumes, mais qui cette fois-ci est ouvert à tous les étudiants à un prix... Alors voilà, justement, qui a le droit, qui a accès à cette Agorae? En fait, l'épicerie est sous condition de ressources. Donc, en fait, on calcule ce qu'on appelle un reste à vivre propre à chaque étudiant. Et de là, on lui définit un panier moyen qu'il peut dépenser dans l'épicerie. Ensuite, à côté de ça, il y a aussi un lieu de vie, parce que c'est aussi un lieu de rencontre, l'épicerie. C'est pas non plus qu'une épicerie comme si on allait au magasin. Il y a aussi un peu tout un local qu'on essaye de faire vivre sur le côté, dans lequel, cette année, on a proposé donc, la vente de paniers à 8 € pour les étudiants, donc tous les étudiants de l'université, de Cambrai, Maubeuge, des tertiales, où on a fait plus d'une demi-tonne de fruits et légumes pour la première session. Et là, on est à peu près à 800-900 kilos de légumes pour la deuxième. Avec les artisans locaux, c'est directement avec des maraîchers locaux, justement. On enlève les intermédiaires, on récupère directement. Donc, du coup, il nous fait des prix qui sont où lui, il est gagnant et où nous, les étudiants, sont gagnants aussi. Donc, c'est tout bénef. Alors, un point important, c'est où est située l'Agorae? Alors, l'Agorae est située quand on rentre à l'université au bâtiment Watteau, donc juste derrière la MSE. De toute façon, c'est écrit sur les fenêtres. C'est sur les plans de l'université, ou sinon ils peuvent demander dans n'importe quel secrétariat de l'université, ils pourront les aiguiller vers cette demande. Eh ben, je te remercie. Toujours dans cette dynamique de faire avancer le degré de connaissance pour arriver à l'université pour les futurs bacheliers, on va faire une petite pause rigolote à base de bloquer, vous savez, cette série YouTube, du coup avec une thématique APB, et c'est présenté par Léo et Thomas. Thomas? Quoi? J'hésite à m'inscrire à APB. AP quoi? APB, admission post-bac. On a jusqu'au 20 mars pour s'inscrire. Faudrait peut-être qu'on pense à notre avenir. Et tu crois pas qu'avant de penser à ton avenir, tu devrais penser à avoir ton bac? Du coup, on a jusqu'au 20 mars pour saisir nos vœux, jusqu'au 2 avril pour les confirmer, jusqu'au 31 mai pour changer l'ordre des vœux, et les résultats, c'est le 8 juin. Tu m'écoutes? 1, 2, 3. Soleil, va au coin. Franchement, je me vois bien faire maths sup. 6 x 7 67. Ou sinon, médecine. Sincèrement, à part la gueule de bois, tu connais pas grand chose en maladie. Bah si, l'herpès, la chlamydia. C'est pas le nom d'une fleur, ça? Non mais y a aucune école qui m'intéresse sur APB. Ça serait trop cool une école pour devenir Jedi. Bah, tu sais manier la force. Ouais, regarde. Mec, je trouve pas Poudlard sur APB. Alors, t'en es où? J'y suis presque. Oh et putain, ça me saoule. Une école de air guitare. Une école de super-héros, mon gars. Putain, APB c'est trop compliqué. Il devrait faire une école pour comprendre APB. Bah ouais, mais bon. Tu ferais comment pour t'inscrire à cette école? En vrai, la question à se poser, c'est est-ce que tu auras ton bac? Que c'est un peu la 6e fois que tu essaies de le passer. Vu le peu de cours je fais en plus.
Ok. Et oui, c'est une étape compliquée à envisager pour les lycéens, puisque c'est ce qui va déterminer l'orientation et du coup, d'une certaine manière, l'avenir de la vie de chacun des lycéens. Madame Macré, admission post-bac, est-ce que vous avez un conseil à donner pour les lycéens qui s'inscrivent sur admission post-bac? Au niveau de l'entrepreneuriat? Pas forcément. Au niveau de l'orientation. Non, mais j'ai quelque chose à dire, c'est sur le statut national d'étudiant entrepreneur, qui peut être demandé à tout bachelier auprès du ministère de l'enseignement supérieur pour les bacheliers qui auraient un projet de création d'entreprise. Et alors, quels droits sont accordés à ces étudiants? Il faut avoir moins de 28 ans, on garde ses avantages sociaux quand on est étudiant, sécurité sociale, transport, restauration. Et on passe à un diplôme étudiant-entrepreneur quand on est bachelier, puisqu'on n'a pas encore suivi de formation en gestion d'entreprise. Et ce statut national d'étudiant-entrepreneur permet en fait de faire un stage, au lieu de faire son stage en entreprise, de le faire sur son projet de création d'entreprise. Donc on a un gain de temps au niveau du montage du dossier, puisqu'on va, pendant les mois qui sont dédiés normalement au stage, avancer sur son propre projet de création d'entreprise. Et ce statut existe en France, a été lancé par le ministère en 2013, opérationnel à Valenciennes depuis ici 2015, avec 2 étudiants entrepreneurs, notamment M. Benoît Milot. Eh ben merci, on en découvre. Là, oui, pour le coup, je ne connaissais pas du tout ce statut. On a un duplex qui se prépare là, avec Maxime au niveau de l'IUT GE2I. Maxime, es-tu là, Maxime? Maintenant. Donc, je suis au bâtiment GE2I avec Monsieur Canon. Donc, Monsieur Canon, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la formation? Donc ici, nous sommes en génie électrique informatique industrielle. Bon, ce sont des mots anciens pour des formations qui sont totalement renouvelées par rapport à ce qu'elles étaient il y a 20 ans. Alors certes, il y a toujours du génie électrique, de l'électrotechnique, notamment dans les entreprises. Il y a toujours de l'informatique industrielle dans les entreprises, mais maintenant, l'informatique industrielle a pénétré au-delà de l'industrie, et en particulier, vous en trouvez partout, dans les voitures, chez vous. Donc, par exemple, vous avez ici un microcontrôleur, c'est simplement une détection d'incendie. Voilà, il y a un capteur, il y a un buzzer pour faire du bruit. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On apprend de l'électronique, on apprend de l'informatique, mais c'est de l'informatique qui est sortie de l'écran de l'ordinateur. C'est-à-dire, c'est l'informatique qui donne des ordres à des machines, à des moteurs, et qui reçoit des informations aussi de l'extérieur au travers des capteurs. Oui. Donc pour l'automobile, pour la domotique, pour la maison, pour beaucoup de choses. Alors, oui. Excusez-moi, je vous donc quel est le profil des étudiants qui rentrent en GE2I? Alors avant tout, des passionnés. Ça c'est la clé du succès, c'est-à-dire que on peut être moyen et puis être passionné d'informatique, passionné d'électronique. C'est ça qui est important, c'est vraiment la motivation. Et puis derrière, après, quand on est motivé, on travaille et donc tout fonctionne, tout se passe bien. Donc ici, on essaye justement de travailler beaucoup par projet pour permettre aux étudiants qui ont besoin d'un temps d'adaptation par rapport au lycée de se mettre bien dans leur peau chez nous. Alors projet, par exemple des projets de robotique comme on a ici, essentiellement de la programmation de robots Lego. Bon, ici on a un Segway, là on a un robot avec une carte Arduino qui suit une ligne. Et puis donc on essaie de s'ouvrir aussi sur l'international, c'est-à-dire on essaie d'aller au-delà des frontières de Valenciennes. Alors par plusieurs méthodes, par exemple on participe à des MOOC, des cours en ligne qui sont organisés par des universités étrangères. Et aussi, dans le cadre de nos études, nous envoyons beaucoup d'étudiants en Erasmus à l'étranger. À peu près une vingtaine d'étudiants de 2e année chaque année vont, qui en Finlande, qui en Irlande, qui en Roumanie, en Pologne, enfin, que sais-je encore, en Espagne, Portugal. D'accord. Et donc, quels sont les principaux débouchés de la formation? Alors, les débouchés sont de plusieurs ordres. C'est-à-dire qu'un étudiant qui vient chez nous pour travailler au bout de 2 ans a effectivement les compétences qui lui permettent de travailler et de trouver du travail au bout de 2 ans. Il n'y a aucun problème. En général, les étudiants poursuivent leurs études. Alors, soit sur une licence professionnelle en 1 an, donc un peu orienté soit vers l'informatique,
la supervision, c'est la licence Astrée, soit vers l'électronique embarquée, c'est la licence EICET. Maintenant, nous avons aussi beaucoup d'étudiants qui, justement, ayant fait un parcours international, se sont découverts des possibilités et souhaitent poursuivre en école d'ingénieur. Donc ça, c'est au niveau des poursuites d'études. Maintenant, au niveau des types de travail, en fait, on peut avoir différents degrés, c'est-à-dire qu'on peut avoir le degré élémentaire, ça va être quelqu'un qui va simplement faire de la maintenance informatique, de la maintenance électronique, de la maintenance automatique dans une entreprise. On peut avoir des gens qui vont être à un niveau plus élevé, c'est-à-dire qui vont faire de la conception. On peut aussi avoir des gens qui vont bifurquer vers d'autres formations, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, il y a des gens qui se sont découverts une vocation, par exemple, pour l'audiovisuel, pour ne citer que ça, par le biais du traitement du signal, ou une vocation vers le commercial, on a aussi ce genre de choses, ou une vocation vers l'enseignement. Donc on reste une formation qui reste très ouverte vers l'extérieur. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces vous remercie. informations. Je vais me tourner vers Xavier, donc, qui est étudiant en 2e année du DUT GE2I. Donc, qu'est-ce qui t'a plu dans cette formation? Dans cette formation, ce qui m'a plu, c'était les différentes compétences qu'on pouvait me proposer, différents domaines. L'électronique, par exemple, ou aussi l'automatique. Et par-dessus tout, c'était l'électronique, l'automatique, mais aussi les enseignements tels que la communication, les mathématiques, tout cela, ça me plaisait parce que j'étais pas très confiant dans mon projet professionnel. Donc je suis venu dans ce DUT pour pouvoir me trouver et puis ensuite pouvoir partir vers des écoles d'ingénieurs, par exemple. D'accord. Et donc, t'as fait quoi comme formation avant d'arriver ici? À partir du bac. Ouais. Donc au début, j'étais parti sur Télécom Lille, donc j'y suis resté quelques mois parce que je n'avais pas reçu les acquis nécessaires pour l'électronique ni même j'avais pas le mental pour pouvoir supporter cette pression que faisait la prépa intégrée. Donc je me suis réorienté vers une licence de physique tout dans la continuité de ce que j'ai appris à Télécom. Et vu la flexibilité des horaires qu'on me donnait, j'ai décidé de prendre un DUT GE2I et ça m'a bien plu parce que j'ai pu avoir mes 3 premiers semestres. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous présenter peut-être un petit peu les robots qui sont ici Oui, alors, ce robot, celui-là, on l'a programmé pour qu'il suive la ligne noire sans pour autant qu'il puisse dépasser les limites qu'on a imposées. On peut le mettre en route peut-être Oui. Ouais. Ok. Donc vous voyez, là, on a défini une couleur particulière, le noir, et il va suivre le noir tout en tournant. D'accord. Comme vous pouvez le voir. Ok. Bon, bah écoutez, si la programmation vous plaît, etc., ou si vous aimez bien les robots, comme le joli robot Nao qu'on peut voir là-bas, eh bien n'hésitez pas à venir voir la formation GE2I sur le campus du Mont-Louis. Merci Maxime, et on invite vraiment toujours tous les futurs bacheliers à se rendre dans les ateliers. C'est important de discuter avec les professeurs et les étudiants pour être sûr qu'on fait le bon choix de filière. Et maintenant, je me retourne vers Benoît et Amandine pour nous parler de leur projet. Alors, on commence par Amandine. D'accord. Quel est ton projet ? Alors, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Voyage autour de nous. Donc, j'organise des voyages sur mesure pour des groupes, que ce soit des associations étudiantes, mais également des comités d'entreprise, des entreprises pour les séminaires, etc. Donc, c'est vraiment toutes sortes de voyages à partir de 10 personnes. C'est un projet qui s'est construit en combien de temps ? Alors en fait, j'ai fait mes études à l'IAE de Valenciennes. Et à l'IAE, on avait beaucoup d'ateliers avec le Hub House. Et en fait, c'est là où j'ai eu l'idée de créer mon entreprise et dans le secteur du tourisme parce que c'était ma passion. Et en fait, c'est une profession réglementée, donc j'ai dû refaire un diplôme après. Donc je suis partie à Saint-Omer pour faire une 3e année de licence en gestion du tourisme pour revenir ici et revenir au Hub House pour réellement créer l'entreprise. Je vais te poser la même question, Benoît. Alors moi je suis en train de créer un restaurant social. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment un projet multifacette. Donc on est sur l'idée
où les personnes viennent justement donc choisir des plats, mais au lieu d'avoir les frites hamburgers justement classiques qu'on a dans la restauration rapide, on aura des produits de la région, donc une cuisine traditionnelle de la région, une cuisine traditionnelle de France, mais fait exclusivement avec des produits locaux, puisque 50% de notre production est faite à moins de 50 km de Valenciennes et 100% est faite à moins de 200 km de Valenciennes. Chicon, marouane, Voilà, chicon, marouane, mais aussi tomates farcies, pâtes, purées, vraiment des plats traditionnels qu'on n'a pas vraiment le temps de faire chez soi, mais voilà, qui sont bons, qu'on aime bien manger à la place des hamburgers, des frites, des kebabs. Voilà, c'est vraiment une nouvelle offre de restauration qui se développe. Et également, c'est une offre qui est solidaire puisque on va prendre en insertion donc, des jeunes sans formation, des seniors, des chômeurs longue durée, pour les réinscrire dans un cursus de formation et d'apprentissage pour les remettre sur le marché de la restauration qui aujourd'hui recrute 50 à 60 000 postes voilà, qui sont non pourvus. Et donc voilà, c'est un projet partenarial avec Valenciennes Métropole, la mairie d'Anzin. On a également l'université qui est partenaire, bien sûr le Hub House, la BGE, le CODES. Alors justement, oui, ça c'est une très question. un très gros projet puisque, enfin, en 3 ans, on va créer une dizaine d'emplois, investir quasiment 200 000 euros. Donc, et c'est vrai que, enfin, à la base, c'était plus un projet qui relevait du rêve, puisque bon, quand j'avais eu l'idée il y a déjà 2 ans, bon, je voulais créer dans la restauration, puisque du fait de ma fibre sociale, je savais que c'était un secteur qui était porteur d'emploi, et notamment dans le milieu de l'insertion. Mais voilà, quand on est jeune, bon, pas de diplôme dans la restauration, pas vraiment d'apport. Pour créer un restaurant, souvent c'est un petit peu difficile, mais voilà, enfin, j'ai un caractère assez fort, et donc aujourd'hui, le projet, c'est 20 associés, c'est une trentaine d'institutions qui tournent autour, des entreprises. Et donc vraiment, c'est un projet qui est en train d'immerger puisqu'on est en phase d'immatriculation et une ouverture à partir d'avril face à la serre numérique, donc pas très loin enfin juste en face du canal de l'Escaut. Et donc voilà, vous pourrez venir déguster des bons petits plats vraiment de la région dans une ambiance vraiment assez sympathique. Et puis à terme... un restaurant social, voilà. donc. Je m'adresse à vous deux. J'aimerais savoir en fait l'impact qu'a eu le Hub House dans la création de votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça Sabine, vas-y. Amandine, oui. Amandine. Sandrine, Sabine, Amandine. C'est la 3e émission. Pourtant, on n'est commence que à 2 filles fatiguer, sur le là, plateau. Je me perds dans les prénoms. Oui, alors en fait, moi j'ai rencontré le Hub House à l'IAE. Enfin, on a commencé à travailler, à faire des ateliers, à simuler des business plans. Donc à partir de là, c'était évident pour moi de revenir sur Valenciennes pour créer l'entreprise et reprendre contact avec le Hub House. Donc là, j'ai signé une convention d'accompagnement. Et même si j'étais déjà diplômée, donc par rapport à ce que Sabine vous a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'est pas particulièrement obligé d'être étudiant du moment que ça fait moins d'1 an qu'on était encore étudiant en fait. Donc, Et au niveau de ces ateliers, du coup, en fait, c'est un genre de simulation des problèmes auxquels vous allez être confrontés. Alors c'est d'abord un atelier donc, de création donc, de business plan en fait. Vous créez votre dossier avec tout l'aspect financement, mais également comment vous allez présenter votre entreprise, comment vous allez vous adresser, vous allez parler devant les banques, au niveau de la communication. Enfin voilà, c'est vraiment plein d'ateliers pour vous aider dans la création. Eh ben, merci beaucoup. On va être obligé de conclure parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc, je vais vous remercier vraiment pour votre venue. Ça a été un plaisir pour moi de vous accueillir. Et on va conclure avec une page de publicité. Welcome to Gunship. C'est la merde. Subsequent will be incoming.
L1 versus M2. Pour les L1. Batterie critique. Pour les M2. Pour les L1. Pour les M2. Pour les L1. Yeah. Pour les M2. Pour les L1. Pour les M2. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau. Pour les L1. Pour les M2. Pour les L1. Pour les M2. Pour les L1. Pour les M2. Pour les L1. Oh chouette la régie. Pour les M2. Twistel. Twistel, c'est quoi? Un peu de twist avec de l'aile? Et non. Twistel, c'est un site internet de partage d'histoires sonores interactives. Twistel vous propose d'écouter des histoires déjà conçues et partagées par d'autres utilisateurs. Ce sont vos choix qui orientent le déroulement des histoires. Vous pouvez créer vos propres histoires en mêlant l'écriture, l'image et le son. Imaginez que vous ayez de l'audio pour vous immerger, une histoire pour vous identifier, de l'interactivité pour la vivre, de la mobilité pour en profiter où que vous soyez, et du partage pour communiquer vos créations avec vos amis et le monde entier. Ça, c'est Twistel, un récit sonore entre le livre, la fiction et le jeu vidéo. Vivez l'expérience sur twistel.com. Mesdames et messieurs, l'heure est grave, c'est la deuxième partie de la dernière émission de ces journées portes ouvertes. On rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag LPJPO. LPJPO. On aura des duplex encore, on aura plein d'actions. Maintenant, on commence la deuxième partie. Un plateau de ouf malade cette fois pour cette deuxième partie d'émission avec monsieur Michel Pommeret, professeur directeur du département DREAM.
On applaudit. Bonjour. Merci. Tony, C'est ça, Anthony. ancien MCAV, Anthony Rodriguez, ancien MCAV, ancien président de 3/4 de pouce. On peut l'applaudir. Ça va. Ensuite, on enchaîne, on a Antoine Olivier, 3e année, étudiant à Dream, donc. Tout à fait. Et enfin, Kevin Cavalin, étudiant en master Truquis. Certainement. Monsieur Michel Pommeret, vous êtes directeur du département Dream, mais vous êtes avant tout maître Jedi. Est-ce que vous pouvez utiliser la force et nous définir la Dream en une phrase? Waouh. Wow. Ça, c'est un challenge. C'est une école dédiée au métier de l'audiovisuel, métier technique de l'audiovisuel. Ça va comme définition? Très bien. Et je propose qu'on regarde une petite vidéo de présentation justement sur la licence. Et en réaction à cette présentation de la licence, j'aimerais avoir l'avis et que tu nous présentes un petit peu ton ressenti sur tes 3 années que tu es en train de terminer au sein de la Dream. Eh ben, écoute, c'est une licence du coup en 3 ans. Du coup, comme disait M. Pommeret, c'est une licence très technique. On fait beaucoup de sciences, beaucoup de maths, beaucoup de physique, qui spécialise au niveau des années. Plus on monte dans les années et plus on fait des choses spécialisées dans le visuel. On commence avec des maths, avec des matrices, tout ça. C'est pas forcément très joyeux, mais il faut s'y mettre. Et on finit avec des études de signal et des Dirac, tout ça. Voilà, il faudra venir et expliquer ce que c'est un Dirac. Monsieur Pommeret vous répondra. Monsieur Pommeret peut répondre. Qu'est-ce qu'un Dirac, Monsieur Pommeret? Je commence le cours. T'as un tableau? Alors, j'ai pas de tableau, mais rapidement, en fait, Monsieur Pommeret enseigne la modulation du signal en 3e année. Et un Dirac, c'est quelque chose qui intervient dans une transformation du signal pour permettre des transmissions, par exemple radio. Oui. C'est bien, non? Ouais. Tu te souviens pas du coup de marteau? Coup de marteau. Expliquez-nous le coup de marteau. L'impulsion de Dirac, c'est cette impulsion qui permet de modéliser un système. Donc il faut un signal de référence. Donc c'est le coup de marteau qui permet de faire vibrer la plaque. Et on enregistre la vibration de la plaque et ça nous donne un signal qui modélise le système. Donc la plaque. Alors, tout ça nous dit, ça dit pas forcément grand-chose aux lycéens qui sont en train de découvrir le département. Mais alors pourquoi est-ce qu'on nous fait étudier tout ça? Qu'est-ce que c'est qu'un dispositif qui transmet, diffuse des images? C'est un système qu'on a besoin de modéliser pour comprendre comment il fonctionne. Et donc il faut effectivement pouvoir avoir des signaux de référence qui permettent de modéliser. Et quand on met un signal image, on va savoir comment il va répondre derrière. Et donc après on a des étudiants qui, comme Antoine Olivier, quand ils sont chargés d'un projet, sont conscients de ce qui se passe dans le matériel et l'appréhendent de manière... C'est ça, en fait, on ne fait pas du pouce-bouton, on voit ce qui se passe derrière. C'est quand on appuie sur le bouton, qu'est-ce qui se passe dans la machine derrière pour
pour comprendre ce qui se passe au niveau audiovisuel pur. On est formé à tout. On a un étalage de toutes les formations. On fait de l'éclairage, on fait du montage, on fait de la réalisation, on fait des maths, de la physique. Et ça nous permet d'être plus opérationnels dans nos débouchés futurs. Et ça plaît beaucoup aux employeurs aussi, effectivement, quand on voit qu'on a fait plein de trucs. Ben voilà. Alors, sciences, techniques, audiovisuelles, médias numériques, c'est cette licence, mais il y a aussi qui débouche vers des masters, donc, mais il y a aussi une licence pro au sein de la Dream, la licence Joris, journaliste, reporter d'image et son. Je dis pas de bêtises, hein. Et journaliste, rédacteur d'image et de son. Comment ? Journaliste, rédacteur d'image et de son. Voilà, j'ai dit des bêtises. Et donc, on va présenter une vidéo qui fait un petit peu état de ce qu'est la licence pro Joris tout de suite. C'est parti pour une nouvelle semaine d'atelier reportage pour les Joris. Petite réunion de rédaction constituée, mais pas de temps à perdre, l'information n'attend pas. Après 20 minutes, l'intervenant envoie déjà ses premières équipes en tournage. Les 2 cartes. On va à Calais essayer de voir Xavier Bertrand. Puis il se déplace à Calais, on ne sait pas encore ce qu'on saura sur la route. À l'aveugle. À l'aveugle. Du coup, on est ici pour prendre le matériel. Et on y va. Allez, on se dépêche là. Merci. Demain vers 10h, ça pourrait être bon? D'accord, je vous remercie. À demain. Gwenaël et Émilie partent à leur tour. Contact pris et matériel en main, direction la sortie du dernier Star Wars. Ils partent à la conquête d'interviews et d'images originales. On attend que tu sois déguisé par contre? Ah ouais, on va être déguisé. On lui a demandé si on pouvait faire une interview parce qu'on voulait avoir soit des cosplayers, soit des parents avec leurs enfants. Et donc le gamin, ça va être le premier Star Wars qu'il va voir au cinéma. Si t'avais un sable laser, il serait de quelle couleur? Un rythme élevé, mais une bonne préparation pour les stages de 16 semaines qui approchent. Ok, on y va alors. Il faut courir partout, parce qu'on ne peut pas toujours demander de recommencer aux gens. Et il faut saisir l'événement quand il se présente, donc c'est assez... Ouais, c'est assez éprouvant. Pas le temps de traîner. Retour à la Dream pour entamer le montage. Les étudiants profitent des conseils d'intervenants professionnels, dont Philippe Basquin, rédacteur en chef adjoint à France 3. J'essaie de leur transmettre ma passion de ce métier et je me sers de mon expérience, de ce que j'ai appris moi-même, et puis d'essayer de communiquer cette envie de raconter des histoires en images. Ils sont de retour, la force s'est réveillée. Les Stormtroopers venus spécialement pour l'occasion. Il faut que le commentaire apporte une information que l'image n'apporte pas. Ça, c'est des choses qu'on apprend en cours. Oui et non, c'est un peu par le cours et beaucoup par la pratique. Les Joris ont tout de même d'autres matières au programme. L'anglais représente l'une des parties les plus importantes de ce diplôme. On commence toujours par une remise à niveau grammatical, malheureusement, parce que ça n'a pas toujours été bien compris à l'école. Ensuite, on essaye de faire des exercices de création de reportages, de sous-titrage, comment raconter une histoire convenablement. Et aujourd'hui, par exemple, on fait une captation multicaméra de bulletins d'information donc dans des conditions du direct. Une formation complète et très axée sur la pratique afin de forger de véritables professionnels du journalisme audiovisuel. Et après cette vidéo de présentation de la formation en journalisme, je me retourne vers Monsieur Pommeret de nouveau pour lui demander comment s'organise le recrutement dans cette formation, comment est-ce qu'on sélectionne les élèves. Alors c'est le même principe que pour les autres formations, c'est sur dossier, donc avec l'aide de motivation et le cursus antérieur, et ensuite un entretien. Et ce qu'on cherche pour cette licence pro, c'est des candidats qui soient passionnés par le journalisme et par l'image, ce qui n'est pas forcément la presse écrite, où c'est vraiment focalisé sur ce média. Et donc, c'est quand même un sacerdoce d'être JRI, de partir sur le terrain avec sa caméra, qui n'est pas forcément toujours légère, de se faire une place pour être en bonne place, pour avoir les bonnes images, donc jouer un peu des coudes. Et puis, il faut aimer le news, et
c'est pas forcément des sujets toujours passionnants, surtout quand on débute. Donc c'est s'intéresser à tout, à l'économie, au crime, enfin tout ce qui peut faire un sujet. Et après monter tout ça. Donc être capable de faire un sujet complet, seul, éventuellement. Et des étudiants passionnés de journalisme, du coup, et qui souvent viennent s'intégrer dans les associations, notamment Ramdam, qui est le média étudiant de Valenciennes, la radio étudiante de Valenciennes. Et elle va être présentée, cette radio, par Marwan Sekat, dans une chronique de renom. Bonjour à tous, merci de m'accueillir sur ce plateau, Boubou, ça fait plaisir. Merci. Très belle présentation, franchement, t'es au top. Sympa, mec. Alors, moi, je suis venu pour vous parler de Ramdam. Alors, Ramdam, c'est très simple, c'est la radio étudiante de Valenciennes qui émet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur ramdam.fm et le 91.8 FM depuis très peu. Et ce passage en FM change tout. Car moi, par exemple, dans ma vie d'étudiant, Ramdam en FM, ça change beaucoup de choses. Premièrement, ma sonnerie du matin, ce n'est plus un bip bip bip, c'est Ramdam. Et du coup, je me réveille vachement plus heureux. Et en analyse du signal, un lundi matin à 8h30, eh ben, je suis en forme et à l'écoute. Dans ma vie d'étudiant, Ramdam a aussi changé mes heures de ménage. Par exemple, maintenant, quand je fais le ménage chez moi, j'écoute Ramdam et chez moi, c'est propre. Et pour un étudiant, c'est assez rare. Mais ce qui est génial avec Ramdam, c'est qu'on peut non seulement l'écouter, mais on peut également la faire, la vivre, la fabriquer au jour le jour. Par exemple, moi, je suis animateur dans l'émission Rap Time qui passe les vendredis à 21h à minuit, la prochaine le 5 février, vous pouvez l'écouter. Et donc, ça permet de se retrouver entre amis, partager autour de nos passions et créer. Il y a de l'animation, mais également beaucoup de techniques, car la radio, c'est du son, comme vous le savez. Et il faut savoir maîtriser le son, tout son chemin, du micro jusqu'à votre autoradio. Donc, Ramdam peut vous proposer des formations techniques qui vous permettront d'apprendre à manier l'étape de mixage et de mixer une émission. Ramdam, c'est aussi des événements, les foulées valenciennoises et plein d'autres, comme le, comme le Festival de cinéma de Valenciennes, ou des événements concrets comme les apéros saucissons ou alors les jam sessions. Donc Ramdam a continuellement besoin d'étudiants motivés et bénévoles pour faire vivre, car Ramdam ne vit uniquement de ses étudiants. Chacun vient avec son projet et c'est ainsi que se construit Ramdam. Donc si je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est rejoignez-nous dès l'année prochaine à votre arrivée. Nous serons très heureux de vous accueillir. Merci pour ce prosélytisme éclairé. Merci. C'était fort intéressant. Bon, le département audiovisuel de l'Université de Valenciennes, c'est 2 licences, du coup, une licence pro et une licence qui débouche vers des masters. Et quel master 3 masters, le master ISIS, le master MCAV, le master Truquis. Et on va dans un premier temps s'intéresser au master ISIS. On va se regarder une petite publicité promotionnelle sur le master ISIS tout de suite dans la palette. ISIS, c'est ingénierie des systèmes images et son, et donc nous, on étudie tout ce qui est du coup les systèmes techniques pour le traitement des images et des sons. La formation elle est caractérisée par sa polyvalence, hein, donc on va retrouver bien évidemment des matières techniques telles que le traitement de signal numérique hein, qu'on retrouve un peu dans tous les systèmes actuels, les aspects réseau, informatique et systèmes qui sont très importants. Moi, la programmation, je vois plus ça comme un outil. Ça te permet de faire tellement de choses. On est des sortes de mécaniciens de l'informatique, quoi. Nos étudiants ont déjà une bonne maîtrise des systèmes audiovisuels, donc ils peuvent dialoguer sur les aspects techniques, mais aussi sur les aspects créatifs, et ça me semble relativement important dans ce domaine-là. On est directement en lien avec les technologies et c'est ça qui est super excitant. Et bravo à l'équipe qui a réalisé ce magnifique vidéoclip. Antoine Olivier, tu es souvent amené à être directeur technique sur des petits projets, que ce soit au travers de 3/4 de pouce, que ce soit au travers des projets qui existent dans la formation de licence 3. Et tu rêves de faire des schémas compliqués sur une musique épique. Ouais.
Alors, C'est du tout à coup, fait ça. explique-nous un petit peu quelles sont tes envies et pourquoi tu aimerais peut-être faire ISIS comme formation. Eh bien, c'est tout simple parce que je trouvais ça intéressant de voir ce qui se passait à la racine de l'audiovisuel, si je peux appeler ça comme ça. C'est les gens qui sont derrière les machines, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le matériel, qui achètent le matériel. Mais je trouvais ça intéressant de voir comment le signal passait et comment créer déjà ce matériel. Et voir vraiment le début de l'audiovisuel à sa source. Et après, il y a différentes formations. Il n'y a pas vraiment d'autres formations qui font ça en France, en tout cas pas que je sache dans la région. Et je trouvais ça une très bonne opportunité. Et puis en plus, on a du travail après, du coup, c'est cool. Ouais, il y avait des gestions de réseau, ça me botte. Et puis tout ce qui concerne les flux vidéo et les flux du son, ça me plaît. Du coup, voilà, c'est un très bon master et je pense que je vais y aller. Monsieur Pommeret, en réaction à ce qu'il vient de dire, est-ce qu'il attend les bonnes choses du Master ISIS? Il est dans le moule du Master ISIS quand il raconte tout ça? Oui, tout à fait. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un parcours donc technique pour soit concevoir des systèmes ou les administrer, hein, parce qu'on a beaucoup d'anciens qui sont directeurs techniques dans des grandes chaînes françaises ou aussi beaucoup en ce moment un gros besoin sur le déploiement de systèmes dans des musées ou des choses comme ça. Donc il y a aussi beaucoup d'intégration. Donc c'est un troisième débouché. Et puis là, depuis cette année, on a mis ce diplôme en alternance, donc sous le contrat de pro. Donc l'étudiant est alors c'est plus un étudiant d'ailleurs, je devrais dire le salarié, puisqu'il est en contrat à durée déterminée ou en CDI même, hein, si c'est possible, dans une entreprise. Donc à 75% du temps, il le passe dans l'entreprise et 25%, il est en formation. Et ça dure pendant 2 ans, hein, c'est des contrats sur 2 ans. Et bon, là, on a 12 étudiants dans ce cas-là, encore une fois, 12 salariés. Et ça a l'air de bien fonctionner, de répondre à un vrai besoin. Hein. C'est vrai, la seule université à développer ce programme. Et ça marche très très fort, avec une bonne insertion derrière. Très bonne insertion même. À chaque étudiant d'évaluer s'il a envie ou non d'être en alternance. On va évoquer le Master Truckis tout à l'heure, mais d'abord, on va rejoindre Cédric qui est en duplex dans les ateliers de la Dream. Est-ce que Cédric, tu es là? Oh oui, tu es là. Oui, Boisiz, alors comme convenu, on se retrouve pour le dernier atelier. Baisse le volume de la caméra s'il te plaît. Parfait. Donc ce qui va se passer, c'est que je suis avec Jean-François, qui s'appelle Jeff, et qui va nous raconter ce qu'il fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'il amène dans cette salle. Alors donc bonjour, ici qu'est-ce qu'on fait? Donc on a pris un clip donc avec que de l'image, il n'y a pas de son du tout. Et donc, on va faire un habillage sonore. Rapproche-toi, que nos auditeurs voient ce qu'il y a. De ce clip vidéo. Donc, on utilise surtout le clavier. On peut éventuellement utiliser ce pad, qui est un contrôleur à vide, pour gérer au niveau des niveaux du panoramique. Et donc voilà, je peux vous proposer de le regarder. C'est parti. Tu peux nous mettre en grand écran, s'il te plaît? Alors, ouais. Parfait, on a le visuel, on te laisse dans ton atelier, merci pour tout. Bon courage pour ta fin de mixage. Ok, pas de problème. Donc on avance, hop, 2-3 câbles. On fait attention, on va voir ce qui se cache. On va voir ce qui se cache dans la chambre forte, dans la chambre secrète. C'est parti. Alors, bienvenue dans la chambre, là où tout se passe, là où on retrouve nos musiciens. Ici, c'est Magic Désolé pour cette arrestation, enfin cet arrêt. Excusez-moi, j'ai fait un clapsus. Désolé pour cet arrêt indépendant de notre volonté. On a eu un problème de son, donc on ne pouvait pas se permettre de continuer comme ça. On ne comprenait rien, donc on a préféré couper net. Je me tourne donc vers monsieur Kevin Cavalin. Bonjour. Bonjour Kevin. Tu es en Master Truckis. C'est ça. Et qu'est-ce que tu fais dans ton Master Truckis? Alors, Truckis, il est important de dire qu'en latin, ça signifie trucage des images et des sons. Numérique, j'ai oublié d'ailleurs. En latin? Oui, en latin. Trucus, okay. Numericus, bref. Alors, qu'est-ce qu'on fait en Truckis? On fait un tas de choses. On fait essentiellement de la post-production. Alors, il y a 2 options, deux spécialités plutôt. Il y a image
et son. Moi, personnellement, je suis dans l'image, même si à côté, j'aime faire du son. Hein, j'aime bien m'emmêler les pinceaux. Et donc, voilà. Je te propose de regarder un petit showreel Truckis sur lequel tu réagiras ensuite. Enfin, tu me diras ton avis, quoi. D'accord. Alors, ça colle avec la réalité ou ça colle pas du tout avec la réalité? À première vue, oui, ça colle avec la réalité. Hein, oui. C'était la réponse que j'attendais. J'aurais Voilà. été bien embêté si tu m'avais dit autre chose. Ah, désolé. Le Master Truckis permet aussi en deuxième année, puisque l'Université de Valenciennes a des très bons liens avec le Québec, Oui. de faire sa deuxième année de Master donc à Montréal, au Québec. Accent, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Non? Oui? Je peux en parler un petit peu, bien que je ne sois pas allé au Québec. Je ne suis pas très concerné, mais je me dis, tout ce que je peux dire, c'est que c'est une expérience très intéressante pour ceux vraiment qui sont passionnés de trucage et de post-production. Je pense que ces gens-là doivent aller là-bas. C'est une évidence. C'est en quelle année qu'on fait le choix de la spécialisation entre son et image? C'est à la fin de la première année de master. Au premier semestre du M1, on a un tronc commun. Oui, en fait, c'est assez commun pour tout le monde. Et je crois que, je sais plus, alors là, ça y est, j'ai une mémoire de poisson rouge. Il me semble que c'est au deuxième semestre qu'on commence vraiment à se spécialiser, ouais. Si je ne dis pas de bêtises. Hein. Monsieur Pommeret, est-ce que vous Je fais confirmez peut-être des cette fautes, mémoire de ça poisson commence rouge? bien. Il a de la chance, on a changé un peu le programme depuis cette année. Donc en fait, on commence dès le premier semestre à faire un peu plus de son ou un peu plus d'images. D'accord. Au travers d'options en fait, qu'on a à choisir. Et donc ça commence dès le semestre 7, ça continue sur le semestre 8. Et là, au semestre 9, donc avant le stage, c'est vraiment très différencié. Bon, il y a encore un tronc commun avec tous les masters, un tronc commun avec le reste du master Truckis, et puis une partie vraiment spécifiquement son, qui se fait d'ailleurs en grande partie, pour la partie son, au Frénois. Au Frénois, oui. Donc dans ce pôle multimédia, non, c'est un pôle audiovisuel. C'est surtout parmi les plus beaux studios de post-production au nord de Paris, donc même le plus beau. Donc les étudiants ont ainsi accès à des équipements vraiment qui servent d'ailleurs à des post-productions de cinéma. Hein. Donc on est vraiment au top. Et donc un partenariat avec cette école en fait, qui était une résidence pour artistes. Et donc les étudiants peuvent participer à des projets, donc commencer une partie de leur stage là-bas et puis continuer ensuite dans une entreprise pour la suite, quoi. Fort bien. Eh bien, on va continuer l'émission avec une petite touche détente et une vidéo proposée par les étudiants en licence 3. Vous pourrez donc observer un petit peu ce qu'on est capable de faire à la fin de la licence. C'est Avez-vous déjà vu? Un petit hommage à Alain Chabat. C'est parti. Test. Vincent, t'as mis moins 3 dB dans la 3 là? La papa mobile du pape. Papa mobile du pape. Y'a quelque chose là? Papa mobile du pape. Ouais. Bon, les quoi maintenant? Les quoi? Ah. Anti-pop! Bienvenue. Prochaine station. Campus. 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 Mon vie.
Et on remercie les licences 3 à l'imagination débordante. Tony, ancien président de 3/4 de pouce. C'était vraiment super. Hein. Ouais. Ça me fait marrer ce genre de choses. C'est le clip officiel du Campus Montlouis, quoi. Super, parfait. Sample de la voix du tram. Tu vas rencontrer, si c'est pas déjà fait depuis le début de cette journée porte ouverte. Je l'ai rencontré. Ah, les grandes retrouvailles. La présidente de 3/4 de pouce va nous faire une chronique sur cette association qui dynamise la vie des étudiants de la Dream. On l'applaudit très fort à Enor. Donc, comme tu l'as dit, moi je suis venue pour présenter 3/4 de pouce, qui est l'association des étudiants en audiovisuel de Valenciennes. Pour présenter 3/4, quoi de mieux que de parler de chiffres? 3/4, avant tout, c'est deux. C'est deux projets étudiants soutenus en moyenne par 3/4. Administrativement, financièrement, on donne un coup de main. 3/4, c'est aussi 7. C'est 7 éditions de 3/4 de cinéma, le fameux concours de court-métrage qu'on organise avec le Festival de Valenciennes au Gaumont. 3/4, c'est aussi 29. Ça fait 29 années qu'on est dans ce magnifique bâtiment Dream. 3/4, c'est surtout 35. C'est les 35 mètres carrés de notre corpo dans lesquels les étudiants viennent se reposer entre leurs cours. 3/4, c'est surtout 98. C'est le nombre de panini qu'on a vendu à la dernière OP. OP pendant lesquelles nos étudiants viennent se restaurer un midi. C'est toujours plus convivial. 3/4, c'est aussi 120 adhérents en moyenne. Donc voilà la petite nouvelle carte d'adhérents auxquels ils ont droit cette année. 3/4, c'est surtout 500. C'est 500 litres de café par an distribués gratuitement à nos adhérents. Et 3/4, mon préféré, c'est 3872. C'est le nombre de fichiers d'annales disponibles pour nos étudiants sur notre site internet 3/4depouce.com pour permettre des bonnes révisions. Eh oui, parce que 3/4 se soucie de la vie de ses étudiants et de la réussite aussi de ses étudiants. Bravo, Enor. Et du coup, Anthony... Très content de voir que ça marche toujours pour la corpo. Ça marche toujours et il y a un dynamisme en ce moment qui fait très plaisir. Mais bon, t'étais pas que président de 3/4, t'as été aussi étudiant en MCAV. Et du coup, qu'est-ce que c'est que le Master MCAV? Alors le Master MCAV, c'est pas du latin, mais ça y ressemble. Donc c'est Management Communication des métiers de Management Communication audiovisuelle. Donc c'est des métiers qui se rapprochent plus sur la partie pré-production et production d'un tournage, soit fiction, soit même en plateau télé ou cinéma. Donc on peut avoir de la gestion de production, on peut avoir des scénaristes aussi. Alors ce n'est pas des métiers qui sortiront d'ici, mais on peut en retrouver. On peut avoir des cadreurs, des monteurs. Enfin, c'est vraiment toute la palette des métiers qui sont possibles en pré-production et en production jusqu'au tournage, on va dire. Voilà. Et toi, donc, ton insertion professionnelle, elle s'est faite comment? Déjà, on va préciser qu'il y a un stage de 6 mois quand même à la fin du master. C'est ça. Donc c'est forcément un master en 2 ans, 6 mois de stage en fin de formation. Donc j'ai fait dans une société qui me plaisait plutôt, mais bon, forcément le marché fait qu'on n'est pas toujours pris à la fin de son stage. C'est aussi une réalité du marché. Et de là, j'ai pu un peu tester tout ce qui se passait dans le monde actif, c'est-à-dire intermittence, CDD, CDI. Et puis, depuis 1 an maintenant, j'ai créé ma propre société. Donc j'ai vraiment pu voir tout ce que je pouvais voir. Est-ce qu'il y a un profil type du Master MCAV quand il sort de l'université ou pas? Ou c'est vraiment, il y en a qui choisissent l'intermittence, d'autres le CDI, toi plutôt de monter ton entreprise? Il n'y a pas de profil type en fait. La personnalité en tout cas de quelqu'un qui sera même pas forcément quand MCAV, mais sur tous les masters, c'est quelqu'un de débrouillard en fait. Que ce soit du MCAV ou même jusqu'au ESI, c'est quelqu'un qui saura en fait vraiment comprendre tout ce qui se passe derrière du management ou derrière l'ingénierie, c'est la même chose. C'est quelqu'un de débrouillard et ensuite c'est vraiment en fonction de la personne, des fois aussi les aléas de la vie, mais l'intermittence plaira à l'un et pas à l'autre, et inversement, ça conviendra plus à un CDI ou un CDD à l'un que pas à l'autre. Donc il n'y a pas de profil type. C'est vraiment le profil du débrouillard qui fait que ça marche, mais voilà. On va regarder du coup un petit showreel qui présente le master du débrouillard.
Alors, ce que je vous propose, parce que là, on approche de la fin, c'est de faire un petit tour de plateau dans le sens trigonométrique, où en une phrase, vous allez dire un petit mot aux futurs étudiants, quelque chose que vous avez envie de leur dire sur Dream, sur la vie étudiante. Allez, Kevin. Si j'ai un petit conseil à dire aux étudiants, c'est un truc qui est très important, c'est de savoir où vous allez, essentiellement, et ne pas oublier d'en profiter à côté, de faire la fête. Je crois que c'est beau, c'est bien dit. Antoine? Ouais, surtout, faut pas avoir peur du Nord, parce que le Nord, c'est vraiment pas mal. C'est pas parce que c'est Valenciennes que ça va être moins bien qu'autre part. Et si vous cherchez encore, si vous tâtez un peu, la Dream, c'est vraiment une bonne école, parce qu'on fait un peu de tout. Et à la fin de cette licence, vous saurez vraiment avoir un projet professionnel fixe, et après vous spécialisez en master, et c'est une très bonne alternative. Voilà. Monsieur Pommeret? Si vous êtes passionné, si effectivement vous acceptez de faire la technique et que vous êtes débrouillard, vous avez toute votre place ici à Valenciennes. Et enfin, Anthony? D'être curieux, très très curieux. Il y a la formation et il faut aller au-delà de la formation pour en apprendre encore plus. Et ça passe aussi par le fait d'être une petite communauté au sein de The Dream. Donc curieux et être associatif pour aller nord. On va clôturer cette émission, je vous remercie beaucoup. D'abord, on va faire un petit duplex où on va vous poser une question. Est-ce que Cédric est là pour le duplex? Oui, bonjour Michel, Mich. Je voulais savoir, est-ce que je suis l'étudiant parfait? Est-ce que je suis votre modèle d'étudiant pour la Dream? Monsieur Pommeret, on attend votre réponse. S'il est déjà étudiant, c'est qu'il a quelques qualités quand même. Donc on verra après pour le diplôme, mais pour l'instant, oui, pas mal. Je vous remercie vraiment beaucoup, tous les invités. On remercie vraiment l'équipe pédagogique qui nous suit, qui nous aide. On remercie les financeurs, l'université, le FSDIE. Un grand merci à l'équipe technique. Et écoutez, c'était la dernière émission. Je vais vous dire salut et puis banzai. Banzai.